Bonjour à tout le monde et merci d'être présent ce matin pour ce quatrième webinaire consacré au générateur. Aujourd'hui, on va s'intéresser au retour d'expérience de projets éoliens. Donc, on aura deux retours d'expérience euh, pour cette matinée. Hop. Donc voilà, ce quatrième webinaire prend place dans un cycle qui nous amènera jusqu'à la fin d'année, donc le jeudi 14 décembre, avec des retours d'expérience sur des projets photovoltaïques. Et donc aujourd'hui, c'est le tour de l'éolien, donc là pour 1 heure. Au programme, très rapidement, quelques rappels sur le dispositif générateur. Et ensuite, on aura donc deux témoins. Le premier, Antoine Thérin, de la SEM départementale Énergive, qui nous parlera du projet de l'Enrigan, donc en Ille-et-Vilaine, et Florent Épiard de la société IEL, basée à Saint-Brieuc, qui nous parlera du parc des Landes à Plestan, qui est un parc en exploitation. Donc voilà, deux projets différents comment dire, dans la manière dont ils ont été menés et comment ils ont pris place sur le territoire. Donc voilà, juste pour replacer le contexte, donc les générateurs, c'est un programme qui est issu d'un appel à projet de l'ADEME qui a été lancé en 2022 en Bretagne. L'objectif, c'est d'apporter un conseil neutre, objectif et gratuit aux collectivités pour le développement de projets éoliens et photovoltaïques, notamment dans la phase d'émergence des projets, euh, en, en lien en fait avec les ambitions locales sur la manière dont les élus et les collectivités veulent prendre part au développement, en lien avec les politiques et la planification. De créer une dynamique partenariale à l'échelle de la Bretagne avec différents acteurs et de capitaliser un certain nombre de retours d'expérience et de faire vivre un réseau national qui est animé par Espul et Amorce. Et donc en Bretagne, c'est 8 structures qui se sont mobilisées pour répondre à cet appel à projet. Donc les partenaires financeurs, l'ADEME et la région Bretagne, qui sont partenaires financeurs principaux du projet. Et les partenaires opérationnels, donc Brezalec, que je représente, qui s'occupe de la coordination et de l'animation du réseau régional. Et les missions de conseil et d'animation locale sont menées par les 5 membres du pôle énergie Brez, donc les 4 SDE et Brest Métropole. Et à côté de ça, nous avons des partenaires associés sur différentes thématiques qui agissent comme experts pour les projets. Donc Atlansen pour la partie photovoltaïque, France Renouvelable, ex-France Énergie Éolienne pour l'éolien, et Taranis pour les projets citoyens. Donc voilà aujourd'hui la carte du réseau et des contacts dans chaque département et à Brest Métropole. Donc voilà, tout ça, ce sont des infos qui sont disponibles à la fois sur la brochure qui est sortie très récemment, sur le site des générateurs au niveau national. Donc voilà, et vous aurez le support par la suite. Le webinaire est enregistré. Euh, et voilà. Donc on va pouvoir passer au témoignage, avec donc le premier témoignage, celui de la SEM Énergive, avec Antoine Thérin. Antoine, tu as la main. Enfin, je passe les diapos pour toi, je veux dire, mais tu as le micro. J'ai le micro. Bonjour à tous. Merci Julien de me donner l'opportunité de parler du projet de l'Enrigan. Je te laisse mettre la première slide. Donc, le projet de l'Enrigan, c'est un projet qui est un projet partenarial avec beaucoup d'acteurs autour de la table, la commune de l'Enrigan. Énergie partagée, les survoltés et Enercop qui représentent les citoyens. Énergive, donc que je représente aujourd'hui, qui est la SEM locale
qui investit dans les énergies renouvelables et qui tente toujours d'impliquer au maximum les citoyens au sein de ces projets. Et Vent Solaire, qui est le partenaire technique sélectionné sur ce projet. Donc, on peut passer à la slide suivante. Pour expliquer un petit peu le contexte, donc on est à Lanrigan. Lanrigan, ça se trouve près de Combourg, au nord du département d'Ille-et-Vilaine. Et on voit ici la zone qui faisait l'objet de nombreuses sollicitations, donc c'était en 2019, de nombreuses sollicitations de développeurs éoliens. Et la commune à l'époque demandé à Energive de venir l'informer sur le développement éolien, sur les enjeux pour la commune. Donc ce qui a été fait, et la commune a avancé dans sa réflexion en se disant bah, l'Interco prévoit le développement d'ENR sur le territoire dans son PCAET. Nous, on va être favorable au développement d'un projet éolien, mais sous certaines conditions, et notamment l'implication de la commune et des citoyens au projet. Alors, sur la diapo suivante, je crois qu'on a la chronologie plus précise. Donc, ce dont je vous parle, ça s'est passé entre 2019 et 2020, hein, avec une formation assez poussée des élus. Et donc, très vite, ce qui s'est passé, c'est que la commune a voulu participer activement au projet. Mais on est donc sur une commune de 150 habitants. Et donc, c'est compliqué d'engager des fonds à risque sur un projet de ce type. Donc, il y avait la volonté, mais pas de moyens financiers. Comme on avançait sur la réflexion, qu'on avait notamment prévenu les exploitants agricoles et propriétaires fonciers des événements en cours, on leur avait dit surtout ne signez avec personne. Ils avaient signé une charte d'engagement. Ne signez avec personne tant que la commune ne s'est pas positionnée. Et comme on avait fait ce travail-là, alors on s'est dit ben, pourquoi pas la commune pourrait signer elle-même les promesses de bail, assurer la sécurisation foncière et donc apporter de la valeur au projet via un apport en actif, à savoir la sécurisation foncière, et pas en mettant à risque de la trésorerie communale. Donc c'est ce qui a été fait en 2020. En 2021, pardon. Et c'est comme ça qu'on a pu créer la société de projet qui avait au début pour vocation de sélectionner un développeur. Donc c'est la société qui s'appelle Lanrigan dans le vent avec Enercop et Énergie Partage Investissement. Et on a choisi un partenaire technique. Donc parmi les 12 développeurs éoliens qui s'étaient positionnés, 11 ont envoyé un dossier de candidature, on en a retenu 3 pour des auditions. Dans la phase d'audition, on a organisé un groupe de travail qui intégrait des riverains du projet, des agriculteurs concernés par la zone d'études et évidemment les élus de la commune. Et donc, on a décidé de retenir Vent Solaire. Les études, elles ont été lancées en 2022. Là, on arrive en fin d'études, où on a pu préciser très sérieusement les scénarios. Et tout au long de ce process, évidemment, on a fait beaucoup de concertations, mais je reviendrai tout à l'heure. Donc, pour être un petit peu plus précis, du coup, sur la charte de l'éolien qui a été mise en place, l'idée, je vois qu'Antoine Venel vient de rentrer au moment où on citait Vent Solaire. Donc, l'idée, c'était d'avoir un projet éolien respectueux des écosystèmes et de l'environnement, et donc de potentiellement aller plus loin dans les études et de s'assurer de préserver
certains sujets qui étaient très sensibles, notamment pour les élus. Je pense à des haies, etc. Donc limiter le plus possible l'impact. Un projet transparent et support d'une culture commune en matière de transition énergétique. Donc là, l'idée, c'était vraiment de concerter beaucoup sur ce projet. C'est pour ça qu'on a mis des groupes de travail en place, qu'on a tenté de faire monter en compétence tous ceux qui le souhaitaient sur le projet. Et enfin, un projet ancré localement avec une gouvernance plurielle et un modèle économique vertueux. Donc là, c'est l'Enrigan dans le vent, donc la société de projet qui l'incarne avec une gouvernance plurielle. Je reviendrai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais donc cette charte, elle a été longuement réfléchie, d'abord par les élus, puis par les agriculteurs exploitants propriétaires des parcelles, et ensuite dans des réunions publiques avec les habitants. Donc, l'élaboration de la charte, ça a duré environ 9 mois pour vraiment asseoir les valeurs sur lesquelles le projet allait être construit et proposé aux partenaires techniques. Alors, vas-y, tu peux passer à la slide suivante. Donc, la société de projet, au départ, elle a été créée uniquement enfin, en grosse partie par le collège public. Donc, on a trois collèges, en fait, hein, le collège des acteurs publics dans lequel on met l'Enrigan et Énergie, le collège des initiatives coopératives ou citoyennes. Donc là, c'est Énergie partagée investissement, Enercop et les survoltés, et le collège développeurs éoliens. Donc à la création, Énergie partagée investissement et Enercop avaient une action chacun de manière comment dire, symbolique, mais ce qui a permis aux deux entités de participer à la sélection du partenaire. À l'origine, l'idée, c'était à l'entrée de la CNR de passer à 50% pour le collège public et de monter progressivement l'engagement citoyen parce qu'on n'avait pas encore de collectif local. Mais il s'avère que donc du coup, les survoltés ont depuis intégré le projet, alors pas encore complètement dans le capital, mais en tout cas dans la réflexion. Et ils sont là dans les organes de gouvernance. Et donc, on va arriver au moment du dépôt d'autorisation à une société de projet détenue en 3 tiers, un tiers par les acteurs publics, un tiers par les acteurs citoyens, un tiers par le partenaire technique. Donc, le territoire est majoritaire dans le projet et aucun de ces trois acteurs n'a la possibilité de prendre des décisions sans les autres. Donc, ça nous impose à tous un fonctionnement un peu en consensus, quoi, à chaque fois. On a des comités de direction environ tous les 2 à 3 mois dans lesquels on prend chacune des décisions de manière très collégiale. Je peux passer à la slide suivante. Du coup, chacun des partenaires a un rôle qui a été établi clairement dans le pacte d'actionnaires. Donc, la commune de Lorient est présidente de la SPV. C'est elle qui a assuré la sécurisation foncière. Voilà pour l'apport principal. Nous, à Énergie, on a la gestion, on est délégué général, on est directeur général, on a la gestion administrative et surtout on pilote la concertation. On a un contrat de développement pour ça. Donc Vent Solaire, c'est vraiment le partenaire technique qui mène toutes les études et qui nous fait des propositions et qui nous permet d'arbitrer sur les différents choix techniques à faire. Et enfin, le collège citoyen, son rôle, c'est d'assurer la mobilisation citoyenne et de participer aussi activement à la concertation. Évidemment, chacun des acteurs a un mot à dire sur tous les enjeux et chacun a une forme de leadership dans son domaine, quoi. Donc sur la contractualisation, on a des statuts et pactes qui ont été euh, très longuement négociés entre les partenaires.
Donc les principaux points, c'est l'apport en actifs, j'en parlais de la commune, qui lui assure une participation et une part au capital sans apport financier. Le mode de gouvernance que j'ai déjà évoqué, c'est aussi là-dedans qu'on a réparti la valeur du projet une fois créé, et les modes et son financement aussi, hein. On a défini toutes les règles du jeu en fait dans les statuts et pactes. Et on a un certain nombre de contrats de développement pour chacun des partenaires. Donc, Vent Solaire pour le côté technique, nous pour la concertation et le contrat de gestion, et un contrat de développement pour les acteurs citoyens qui portent sur la concertation aussi et la mobilisation citoyenne. Antoine, il y a une question qui vient d'arriver sur la partie études. Pouvez-vous rappeler qui paie les études? J'imagine que Alors, c'est les les études, elles études. sont payées par la société de projet. Et chacun des actionnaires, chacun des collèges participe en fonction de sa partition au capital. Donc un tiers en fait, comme on a visé un tiers. Chacun des collèges va payer un tiers des études. La répartition entre le collège, ça se fait entre les acteurs. Il peut y avoir des accords entre les acteurs pour que ça ne corresponde pas forcément à la participation au capital au sein du collège, mais en tout cas, chacun des collèges va participer à hauteur de un tiers du coût des études. Pour les co-externes, les bureaux d'études et tout ça. Alors, comme je le disais, une des particularités de ce projet, c'est qu'on l'a fortement concerté. Là, j'ai mis des exemples d'actions qui ont été mises en œuvre. Les premiers, ça avait été des ateliers citoyens d'introduction dans lesquels on expliquait un peu la philosophie du projet, dans lequel on avait discuté de la charte. On a fait un porte-à-porte dans un périmètre de 2 kilomètres, quelques mois après le lancement des études, pour s'assurer que les gens avaient déjà l'information, ensuite pour essayer de voir s'ils étaient ou pas favorables au projet, et de comprendre les éventuelles inquiétudes et questionnements autour du projet. Donc on a eu un retour plutôt positif puisque le projet avait été assez bien connu par les habitants et assez largement un avis largement favorable, malgré une contestation locale présente et par moments dans le projet un peu virulente. On a quand même un soutien du projet par les habitants dans un périmètre de 2 kilomètres autour de la zone d'étude. On a mis en place un jury citoyen qui est constitué de volontaires, de riverains assez proches du projet. L'idée, c'était vraiment sur la base du volontariat. On a des gens qui étaient pas spécialement pour, voire contre, des gens un peu réservés, puis des gens favorables qui sont venus et qui continuent à participer aux réflexions sur le projet. Là, on voit, j'avais mis une photo, on avait fait une fresque du climat en séance introductive. Et l'idée, c'est de partager chacun des enjeux avec eux et qu'ils puissent comprendre ce qui nous amène à prendre les décisions qu'on prend. Euh, Avec ce jury citoyen, on a fait aussi une visite de parc éolien. Et là, j'ai mis aussi un événement qu'on avait fait grand public, le vrai faux procès de l'éolien, qu'avait proposé les survoltés. On avait une soixantaine de participants, donc sur une commune de 150 habitants, c'était pas mal. Voilà, et ça avait eu, je pense, son petit succès. En tout cas, les gens, à la fin, avaient voté favorablement sur le projet. Voilà. Bon, après, il faut avoir en tête que chacune de ces actions, elle porte aussi la possibilité de... C'est des sujets qui peuvent apporter une forme de tension. Et donc, chacun de ces événements peut aussi être des moments où cette tension s'exprime. C'était un peu le cas lors des vrais faux procès de l'éolien à la fin,
pendant les discussions. Ça peut être le cas sur sur chacun des ateliers qu'on met en place, mais c'est sans doute un mal nécessaire, on va dire. Je crois que c'était peut-être la dernière slide. Donc, enfin, en guise de conclusion, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que donc le projet il avance bien. On devrait être en capacité, là je parle sous le contrôle d'Antoine du coup qui est présent, de déposer le dossier d'ici à l'été. Euh, et voilà, le projet initialement prévu de 3 machines est toujours d'actualité. La mobilisation citoyenne a plutôt bien fonctionné sous l'impulsion des survoltés. Merci Antoine. Donc là, c'est vraiment l'exemple d'un projet en co-développement. Il y a des choses que je trouve particulièrement intéressantes là justement pour comment dire pour vraiment illustrer ce que c'est le co-développement. C'est bien plusieurs acteurs d'horizons divers, à la fois citoyens, publics et privés, qui se rassemblent, qui apportent chacun en fait des compétences différentes. Euh, et est-ce que donc la mise en place de tout ça, forcément, ça doit émaner d'une volonté locale, d'une ambition aussi de, des, des élus locaux. Euh, Là, avec un petit peu de recul sur qu'est-ce que ça a amené comme difficulté, j'imagine, en termes de peut-être euh, euh, de négociation pour mettre chacun à sa place. Quelles difficultés ça a pu entraîner cette articulation entre différents acteurs et au contraire, qu'est-ce que ça a facilité? Donc, voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de recul aujourd'hui, mais on voit que sur la partie mobilisation citoyenne, montée en compétences, il y a des choses intéressantes qui ont été faites. Euh, Quel est ton regard là-dessus? Et peut-être si Antoine aussi, qui est là, qui participe au projet, peut prendre la parole, pas de souci. Euh, je vais commencer par les avantages. L'avantage de la démarche dans l'ordre dans lequel on l'a faite, c'est que comme la commune a assuré la sécurisation foncière et qu'elle s'est retrouvée dans une position où elle pouvait choisir le partenaire technique qu'elle voulait, le gros des discussions sur la philosophie et le rôle de chacun, on l'a fixé à avant. Et donc ça a quand même considérablement facilité le fait d'avoir des règles du jeu qui conviennent à tout le monde dès le départ. Donc je vois dans d'autres projets où les choses se passent pas de la même manière, où le partenaire technique est dans une position de force plus importante au départ, c'est moins facile d'avoir un rôle pour les acteurs publics et pour les acteurs citoyens aussi affirmé que ce qui est le cas sur le projet de l'Origon. Les petites difficultés, mais je ne sais pas si ça aurait pu être mieux, mais c'est sur les discussions à long terme sur la rédaction des pactes et statuts, etc. Moi, ça a fini par aboutir, donc ça va, mais c'est vrai que ça prend du temps et de l'énergie, cette phase de rédaction des pactes et statuts, alors même que pourtant les grands principes, ça fait 2 ans qu'on vit avec et que ça se passe bien, mais la rédaction est plus compliquée, ça passe par un circuit de décision, de relecture de juristes, etc., qui peuvent provoquer un tas d'interprétations de plein d'articles. Donc, c'est toujours un petit peu plus long et fastidieux. Il y avait trois autres questions qui ont été posées là dans la discussion. Pour préciser là par rapport à la première question qui avait été posée sur qui paye les études. Donc ça veut dire que la collectivité prend un risque financier en participant à un tiers des études? Non. Non? Alors ça, c'est ce que j'ai dit, c'est chacun des collèges se prend un tiers et les actionnaires enfin les participants d'un même collège peuvent se mettre d'accord entre eux sur qui prend ou pas le risque de développement en finançant les études.
Au sein du collège public, ce qu'on a convenu, donc bon, déjà, il y a une partie du travail qui a été fait par la commune et qui est donc reconnu par sa participation au capital. Euh, il est convenu que ce soit Énergive qui prenne la part de la commune en dépenses de développement. Et tout ça se répercute après il y a une prime de développement qui permet de rémunérer cette prime de risque-là et qui est fixée en fonction de la part au financement réel du projet, en fait. Au sein du collège citoyen, enfin, c'était prévu dans tous les collèges. Pour le partenaire technique, c'est simple, il n'y en a qu'un. Pour le partenaire citoyen, ça permettait aussi, pourquoi pas, d'avoir des citoyens qui s'impliquaient localement, qui rentraient au capital et qui prenaient un peu moins de risques si Enercop Énergie Partagée était prêt à prendre le risque à la place du collège des citoyens. Et puis finalement, on n'a pas besoin de ça. A priori, ça pourrait être réparti aussi équitablement entre les trois, entre les trois acteurs citoyens. Il y avait une autre question sur le terrain envisagé est-il concerné par un zonage environnemental type zone noire? Non. Non. Et comment la commune a-t-elle pu acheter des terrains agricoles? Donc là, on n'est pas sur de l'achat, on est bien sur de la location de terres. Ouais. On est sur de la future location, c'est des promesses Ouais. de bail qui sont signées. Donc la commune, elle achète rien, pour l'instant, elle ne loue rien. Elle s'est juste assurée que le moment venu, on puisse louer les parcelles pour y installer les machines. Ok. Eh ben, il n'y a pas d'autres questions. Si jamais il y en a qui arrivent, il y aura un temps de toute façon d'échange à la fin. Merci Antoine pour ce témoignage. On est pile dans les temps et donc je vais laisser la parole maintenant à Florent Épiard, donc de la société IEL Énergie, donc, comme je disais, basée à Saint-Brieuc, qui va nous parler du parc éolien des Landes à Plestan, dans les Côtes-d'Armor. Florent, c'est à toi. Oui, bonjour à tous et à toutes. IEL, qui on est? On est une société bretonne dont le siège social est basé à Saint-Brieuc et on produit de l'électricité à partir de nos parcs éoliens et de centrales solaires au sol. Et on maîtrise toute la phase de réalisation d'un projet, donc de la phase de développement, financement, construction et exploitation. Donc là, l'idée, c'était de faire un retour d'expérience sur le parc de Plétan, et situé dans les Côtes-d'Armor. Donc c'est un parc de 3 éoliennes qui sont situées en bordure de la RN 12, en bordure d'une zone d'activité et d'une voie ferrée. Alors, avant de commencer, moi j'ai l'habitude à chaque fois de présenter aussi le contexte électrique du territoire dans lequel on imagine un projet. Donc là, on est sur le territoire de Lamballe Terre et Mer. Et donc, c'est un territoire qui consomme beaucoup d'électricité. Mais en parallèle, ils produisent aussi de l'électricité grâce à des centrales, mais également grâce à d'autres parcs éoliens. Donc, on a notamment développé et exploitons Lamballe 1 et 2. Donc, un territoire qui a connaissance des enjeux de l'éolien, de leurs impacts paysagers et environnementaux. Si on passe à la slide suivante, donc on voit que le taux de couverture à l'échelle de Lamballe Terre et Mer est de l'ordre de 30%. Ça reste vraiment important, hein. À l'échelle si on zoome au niveau de la commune de Plétan, là ils sont à plus de 100%. Donc moi la question que je posais, c'est finalement est-ce que c'est un atout d'avoir un parc éolien sur son territoire? Est-ce que c'est un atout pour développer d'autres projets éoliens? Et moi j'ai pas la réponse parce qu'on peut on peut avoir deux types de réponses. Ça peut être un atout parce que les élus ont connaissance des enjeux patrimoniaux et environnementaux et des avantages, mais ça peut être aussi une faiblesse pour développer d'autres projets parce qu'on peut aussi avoir comme réponse j'ai déjà fait ma part, maintenant c'est au territoire voisin de faire son travail. Donc voilà, je n'ai pas la réponse. En tout cas, ici sur un bac TRMR, c'était plutôt vu comme un avantage, donc ils ont décidé de poursuivre le développement de l'éolien sur leur territoire. Si on passe à la slide suivante, c'est l'historique du projet. Alors, je ne vais pas tout détailler,
mais la phase de développement a duré 3 ans. La phase d'instruction à peu près similaire. Et c'est un parc qui a été mis en service à l'été 2021. Donc, premier contact 2013 avec une mise en service en 2021, 7 ans, pour faire sortir un projet de terre. Ce qu'il y a à noter, c'est qu'on n'a eu aucun recours administratif sur le dossier. Voilà, on a plusieurs cas similaires dans le Côtes d'Armor où on n'a eu aucun recours administratif. Ce qu'on peut noter aussi, c'est un soutien continu des élus sur le projet éolien de Plétan. Moi, j'ai connu 3 municipalités qui ont à chaque fois soutenu le projet. J'ai connu une fusion de comités de communes parce qu'à l'époque, Plétan était dans la Comcom de Arguenau et Naudet qui a fusionné avec Lambach-Terrimer. Là aussi, il y avait un partage vraiment de l'intérêt du projet. Les élus municipaux aussi ont participé à modifier leur PLU pour rendre compatibles les règles d'urbanisme avec le projet éolien. Donc voilà, il y avait quand même un fort travail des élus tout au long du développement du projet. Et j'ouvre une petite parenthèse, il y a aussi, ils ont soutenu le projet lors du projet de radar militaire qui devait avoir lieu à Dénard-Pertuis, qui mettait à mal complètement le projet. Donc un projet militaire qui n'a pas eu lieu, mais ils ont voté une motion de soutien du projet. Donc derrière, il y avait vraiment l'idée de dire oui, on veut développer un projet sur Plétan, sur cette zone-là. Si je continue, ce que je retiens aussi du projet, c'est la mise en place d'une communication, une concertation de manière continue, de manière permanente, depuis le début du projet. Très vite, on a lancé des permanences en mairie à plusieurs reprises pour avant le choix du scénario, mais même vraiment en amont, puis aussi à la fin, une fois qu'on avait identifié un scénario. Donc les personnes ont pu voir comment le scénario a évolué. Donc on est passé de 4 à 3 éoliennes. Donc on a vraiment partagé cette expertise technique pour qu'elle soit vraiment appropriée. À chaque fois, on utilisait chaque support qui était à notre disposition, des supports de type bulletin municipal, on l'utilisait et on faisait passer aussi des informations. Ce qu'on a fait d'autre aussi, c'est on rencontrait les riverains. Voilà. À l'époque, on ne faisait pas de porte-à-porte parce que c'était lors de 2016-2017, mais nous, on allait voir les riverains qu'on rencontrait dans les permanences et on réalisait photomontage depuis chez eux. Là en bas, ce que vous voyez, c'est un photomontage depuis un jardin. Donc on voit les 2 des 3 éoliennes qu'on avait imaginées. Donc très vite, ça, on va chez les gens et on montre la réalité. Si je continue la slide suivante. Alors aujourd'hui, on en est. Donc la mise en service s'est passée donc à l'été 2021. En parallèle, on a continué à chaque fois nos actions sur le territoire. Donc, on a lancé une campagne de financement participatif en mars 2021. Donc, ça a noté, on ne l'a pas fait en phase de développement, on l'a fait une fois que le projet était en phase de construction. C'était une volonté de notre part de dire de lancer le financement participatif une fois que le projet était concret et concrétisé et finançable. Aujourd'hui, les élus de Plétan, ils ont toujours un seul interlocuteur, c'est IEL. Voilà. Donc, on a fait aussi cette réunion de transfert entre la phase de développement et la phase d'exploitation en mairie pour indiquer, voilà, aujourd'hui, c'est plus Florent et Pierre votre interlocuteur, c'est Clément Gouillet. Voilà. C'est ça, c'est vraiment important, nous aussi, de créer du lien. Et ce lien, on le continue. On le fait encore à destination aussi des habitants. On ouvre les portes des éoliennes et ça, c'est vraiment important d'ouvrir la porte des éoliennes, montrer la production, montrer les contraintes qu'on a, les difficultés en termes d'exploitation, la production à l'année, à quel prix on vend l'électricité. Ça, c'est vraiment des choses qu'on essaye de faire partager. Et on s'était aussi engagé en phase de développement de travailler aussi avec le tissu associatif. Alors, ça sort un peu de l'aspect production d'électricité, parce que là, on est plutôt sur la formation pédagogique, formation aussi à destination des élus, des agents communaux. Je reviendrai plus tard, mais
Pour nous, c'est important de dire, bah, on va produire de l'électricité, mais on a aussi une part de responsabilité, c'est qu'est-ce qu'on peut aussi engendrer comme connaissance pour les acteurs du territoire. Donc, c'est quelque chose qu'on fait maintenant et c'est prévu jusqu'en 2024. Comme tous les parcs, hein, c'est un parc qui fait l'objet d'un suivi environnemental. Et donc ça aussi, c'est des choses qu'on partage avec les élus. Voilà. Est-ce qu'on on a euh, constaté de la mortalité ou pas sur les oiseaux ou sur les chauves-souris? Voilà. Ça, c'est des choses vraiment qu'on partage tout le temps avec les personnes. Ce que je retiens, Julien, si tu peux passer après. Ouais. Ce que je retiens, alors j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais je pense que c'est important de le dire. Il faut être transparent. Faut dire toutes les difficultés qu'on rencontre. Euh, il faut dire les choses. Il faut ouvrir les éoliennes. Il faut montrer du concret. Il faut indiquer la production. Dire, bah voilà, cette éolienne-là, peut-être elle est en panne et on vous explique pourquoi. Euh, le taux de couverture, bah, aujourd'hui, voilà, je pense qu'aujourd'hui, la communauté Pléton peut se targuer de dire, bah, j'ai atteint mes 100%. Voilà. Ça, c'est vraiment du concret et ça parle. Ce que je retiens aussi, c'est bah, il n'y a pas une démarche standard. Voilà. Sur Pléton, on a utilisé cette démarche d'échanger sur le scénario. Il n'y a pas eu d'investissement de la part de la commune. Sur d'autres territoires, eh ben on peut intégrer, on a intégré une autre communauté de communes. À chaque fois, il faut que ce soit à géométrie variable et c'est tout le temps en fonction du ressenti des territoires, de leur dynamique aussi. Par contre, là où je suis vraiment certain, bah, il faut qu'il y ait une vision politique nationale claire sur les objectifs à atteindre en termes d'énergie renouvelable. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est cette vision-là qui doit pas être mouvante et qui doit être vraiment définie, qui permet aussi qu'à l'échelle des territoires, on puisse comprendre vers quoi on va. Moi, j'ai terminé. Merci pour ton témoignage. Il y a une question qui est arrivée sur la campagne de financement participatif. Hmm. Alors, réalisée sur quel objet? Là, on voit, il y a des choses là en bas, il y a un visuel sur. Oui, Alors, c'est peut-être pas le. Ah, si, c'est même pas. si. Donc l'objectif, c'était de participer au financement du parc éolien. Voilà, donc on a émis 200 000 euros d'obligations et qui était rémunéré de l'ordre de 5-6% brut par an sur un placement de 5 ans. On l'avait déjà fait dans le cadre du projet éolien de Lamballe aussi, donc on avait l'habitude. Donc on l'a dupliqué sur le projet éolien de Plétan. Il y a une autre question qui est arrivée sur la participation ou non d'énergie partagée. Donc là, non, c'est pas un projet où énergie partagée est actionnaire. Non, 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 Euh, l'actionnaire, c'est 100% IEL. ouais. Là, énergie partagée intervient sur des prises de capital en fait dans les projets, mais là, c'est pas le cas. Non, là, ici, c'est pas le cas, non. Obligation sur 5 ans, donc après, plus de finances citoyennes. Non, alors, donc, effectivement, on a préféré faire un placement de 5 ans et pas de 10 ans parce que ça fait bloquer de l'argent et du capital. Donc, l'idée, c'était aussi de pouvoir élargir à toucher un maximum de personnes. Le ticket d'entrée, je crois que c'est de l'ordre de 100 euros et c'est limité à 3 000 à 4 000 euros par personne. Donc, on ne voulait pas non plus, voilà, on voulait toucher un maximum de personnes. Et le placement de 50, pour nous, c'était un bon compromis pour toucher un maximum de personnes. Donc, après, la question qu'on va avoir dans 5 ans, c'est bah, est-ce qu'on relance un financement participatif sur l'éolien? Donc, ça, c'est des choses qu'on fait. Mais généralement, pour le parc éolien de Plétan, donc on le fait à l'échelle donc de la commune, de la Comcom, et parfois on ouvre à l'échelle du territoire des Côtes d'Armor. Voilà. Sur la dimension pédagogique élu-agent, quel type de formation ont pu être proposées ou vont être proposées? Alors, on a travaillé d'abord avec la Maison de la pêche et de la nature, qui est basée à Jugon-les-Lacs, donc la commune limitrophe, et qui ont vraiment une compétence et une appétence aussi pour la formation pédagogique. Nous, on s'était engagé
à financer des mesures pédagogiques sur les enjeux de préservation de la biodiversité. Donc, on s'est appuyé sur la Maison de la Pêche et de la Nature, donc c'est une association, et qui a contacté directement les écoles. Donc, vous avez vu dans l'article, c'est Tramin, donc c'est la commune d'à côté. Donc, on a fait en sorte aussi que les écoles limitrophes soient aussi concernées, pas uniquement Pléton. Après, sur la formation élus et agents communaux, c'était de proposer une formation sur comment gérer les espaces verts avec peut-être des approches un peu différentes. Euh, Imaginez des fauches tardives, ce genre de choses. Et donc ça, on s'est appuyé sur Vive Armor. Donc c'est eux qui réalisent cette formation. Et à chaque fois, on a essayé aussi de ne pas la proposer uniquement sur les agents et les élus de Plétan, mais on a eu un regard Lamballe, terre et mer, donc à l'échelle de la Comcom, pour que ça ait vraiment plus impact. Et à ce titre-là, comment la Comcom s'est investie dans le projet? Est-ce qu'il y a eu, je sais pas, des animations en particulier, ou est-ce que c'est resté plutôt à l'échelle de la commune et communes limitrophes? Tu évoques les actions, les formations, Pas forcément, de manière générale? ou de manière générale, le Ouais. soutien peut-être des élus, est-ce que voilà, c'est resté à l'échelle plutôt de la commune, ou est-ce qu'il y a eu aussi une prise de position un peu plus large à l'échelle de la Comcom? Non, complètement, hein. Quand je parle de la fusion de la Comcom, c'est que le projet il a été à nouveau repartagé à l'échelle de l'Ambater MR. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a aussi des échanges de parcelles avec l'Ambater MR, parce que je ne sais pas si vous avez, je vous l'ai peut-être pas indiqué, mais on est en bordure d'une zone d'activité dont du foncier appartient à l'Ambater MR. Donc il y a eu des échanges aussi de parcelles pour qu'on puisse accéder aux éoliennes. Donc il y avait vraiment une volonté de dire oui, je veux créer un parc éolien. Euh, Est-ce que les élus ou citoyens ont eu un besoin de formation autour des ENR? Alors, il n'y a pas eu de demande spécifique. Mais ce que j'essaie de retracer là, c'est ce qu'on essaye de faire. Quand je vous indiquais d'être transparent, de visiter des parcs éoliens, de, de dire les choses. Pour moi, les permanences d'information ou le porte-à-porte, c'est un prétexte pour faire passer des choses techniques. Et donc ça passe par là. Voilà. Et donc, du coup, là, vous avez là, par exemple, sur le témoignage précédent, sur le projet de l'Enrigan, donc il y a Énergie partagée qui est dedans. Donc, le projet est labellisé, et dans les critères du label, il y a notamment la sanctuarisation de certaines sommes liées à la vente d'énergie pour justement ces actions pédagogiques. Est-ce que ça, c'est dans ce projet-là ou dans d'autres, peut-être que IEL peut porter? Est-ce qu'il y a aussi ce budget qui est un petit peu sanctuarisé pour mener des actions locales sur la biodiversité, sur la maîtrise de l'énergie? Est-ce que c'est des choses qui sont mises en place à la demande des élus, ou est-ce que c'est une proposition aussi de vous en tant que coopérateur? Non, donc on le fait de manière récurrente, hein. Là, on s'était engagé pour jusqu'en 2024. Euh, donc on l'a fait 4 ans. On va voir ce qu'on fait après. Ce qu'on aime bien aussi, c'est aussi avoir un retour de terrain. Donc, est-ce que ça a marché ou ça n'a pas marché? L'idée, c'est pas aussi de faire la formation pour faire la formation. Il faut que derrière, ça soit appliqué aussi. Euh, euh, on parle de biodiversité. Dans ce cadre de ce projet-là, on a mis en place une convention pour sécuriser 2 hectares de lande aussi. Donc, à chaque fois, sur chaque projet, ils ont de leurs spécificités. Sur d'autres, ça ne sera pas de la formation, ça sera moins immatériel, ça sera plus matériel. Et je pense à un autre projet où ils travaillent sur un itinéraire de voie douce. Voilà. C'est pour ça, à chaque fois, il ne faut pas arriver avec il n'y a pas de recette magique. Voilà. Faut enfin entendre, écouter et voir qu'est-ce qu'on peut proposer, quoi. Il y a une autre question qui est arrivée sur pouvez-vous présenter la participation au capital, part de chacun, comme le projet précédent? Donc là, c'est 100% IEL. Tout à fait. Il n'y a pas de partage dans ce projet-là. Il n'y a pas de partage du capital. Tout est porté par IEL. C'était aussi là l'objet de ce webinaire, de vous présenter euh,
plusieurs types de projets. Donc là, il y a eu quand même une société, pour répondre à la question qui est arrivée, il y a quand même une société de projet qui a été créée pour ce projet-là, dont l'actionnaire principal, l'actionnaire unique est IEL. Oui, tout à fait. IEL qui gère par ailleurs, je ne sais pas quelle est Donc, ouais, l'étendue de votre parc, mais aujourd'hui, on gère à peu près 140 mégawatts, donc la moitié en éolien et la moitié en solaire, photovoltaïque. Et sur certains projets, donc Plétan, bah là, c'est 100% IEL. J'ai un autre dossier sur le territoire de la CCKB, la communauté de communes de Kreisbreizh, où là, il y a 30% qui est détenu par la collectivité. Donc à chaque fois, on va travailler sur des territoires, voilà, tout dépendra de la dynamique, de leur appétence ou pas, à quelle mesure on peut proposer, quel type de projet. Voilà. À chaque fois, c'est le territoire qui va nous indiquer la direction vers laquelle on doit aller. les élus de Plétan ont-ils refusé une entrée au capital ou ce n'a pas été proposé à l'époque? Ou enfin voilà, est-ce que là-dessus il y a des choses à dire? Non, alors ils l'ont pas. Alors ça n'a pas été proposé à l'époque, même si c'est des choses qu'on faisait déjà. Parce qu'à chaque fois, on se rappuie sur nos références. Mais non, ça c'est. Il n'y a pas eu de demande particulière. Et tu disais aussi que donc c'est un projet qui n'a pas fait de recours administratif, pas fait l'objet de recours administratif. Euh, pour pour quelle raison, à ton avis? Je ne sais pas si c'est pas forcément facile de répondre à ces questions, mais c'est multifactoriel. Mais euh, quelles actions ont, selon toi, permis justement d'apporter, de sécuriser ou en tout cas ce point-là? Tu l'as dit sur la Euh, transparence, on peut insister aussi sur ces éléments-là. oui, oui, je pense que le choix du site, voilà, on était sur. Voilà, on peut parler du choix du site, mais à la fois, ça peut être aussi un. Je vous rappelle un peu le choix du site. Donc, on est en bordure d'une zone d'activité, en bordure d'une 4 voies, d'un parc existant aussi. Donc, on peut imaginer que ça facilite l'acceptation et pas le recours. Mais en parallèle, on peut aussi dire, bah, on a déjà beaucoup d'aménagements et je veux pas d'autres éoliennes. Voilà. Mm. Donc, voilà, à chaque fois, on peut prendre un argument et on peut utiliser son pour et son contre. Euh, c'est comme, est-ce que un territoire qui est doté de beaucoup de parcs éoliens, ben, est-ce que c'est plus facile ou pas? J'en sais rien. Voilà. À chaque fois, je pense que je pense que c'est dans la démarche, il faut être le plus transparent possible et toutes les contraintes qu'on a rencontrées. Voilà. Nous, on a rencontré des difficultés, il y avait le PLU à retravailler, il y avait des zones humides à éviter. Voilà. Et donc, ça, il faut vraiment être clair là-dessus. Pourquoi on est passé de 4 à 3 éoliennes et aussi les attentes aussi des services instructeurs qui nous ont demandé aussi d'aligner le parc éolien par rapport à d'autres parcs éoliens. Donc, il y avait un enjeu paysager. Donc, c'est partager tout ça. Et je pense aussi, c'est rencontrer assez rapidement les riverains. Ça, c'est vraiment important. Euh, voilà. Et présenter des photomontages, même si à un moment, bon, on ne sait pas sur quel type de scénario on va travailler, mais c'est important que les gens puissent se projeter. Voilà. Ok. Et ben, on arrive à la fin. On est un petit peu en avance. Je sais pas s'il y a si Antoine, tu voulais réagir aussi sur le projet-là ou apporter une autre précision par rapport à ton témoignage. Il y a Antoine aussi, euh, Venel, qui participe au projet de l'Enrigan. Donc, si tu veux prendre la main aussi, n'hésite pas. Pas eu de collectif citoyen contre, donc non, sur le projet de Plétan, il n'y a pas eu de mobilisation citoyenne pour ou contre. C'est pas eu de recours. Non. Euh, ok. Et ben, si on a épuisé l'ordre du jour,
il me reste à vous faire un petit rappel donc, sur le dernier webinaire qui aura lieu le jeudi 14 décembre, toujours de 11h30 à 12h30. On aura la présentation donc, de 2 retours d'expérience. Un retour d'expérience sur du photovoltaïque en toiture mené par Morbihan Énergie sur des boucles d'autoconsommation sur du patrimoine public. Et un autre retour d'expérience sur un projet en développement avec Energive notamment, qui viendra présenter le projet Bretison ISDND, donc une grappe de projets qui prend place sur des anciens sites d'enfouissement de déchets non dangereux. Et donc voilà, c'est un projet aussi qui est co-développé là avec des syndicats de déchets, des collectifs citoyens d'Ille-et-Vilaine, et un partenaire technique. Donc voilà le programme. Et on se donne rendez-vous donc mi-décembre pour ce dernier webinaire. Merci à Antoine et Florent pour vos témoignages. Donc le support sera disponible et vos contacts aussi. S'il y a des questions qui viennent après, n'hésitez pas à me les poser à moi ou aux intervenants. Et, et voilà. Merci à vous et Merci. à bientôt. Merci. Au revoir.